Et salut les amis, bienvenue sur Psychomix, la chaîne qui parle de psychiatrie, de comics et de plein d'autres choses. Si je te dis psychopathe, paranoïaque ou bien hystérique, tu vas tout de suite penser soit à Hannibal Lecter avec sa camisole et son masque, ou bien au Joker qui veut détruire Gotham City. Eh bien sache qu'il s'agit en fait de dysfonctionnements psychiques connus en psychiatrie sous le nom de troubles de la personnalité. Mais bon, déjà, la personnalité, qu'est-ce que c'est? La personnalité, en fait, c'est ce qui nous caractérise et nous rend uniques. Elle est le résultat d'une combinaison entre nos émotions, nos fonctions cognitives, ainsi que de nos pulsions. Tout cela va former ce que l'on appelle les traits de la personnalité, c'est-à-dire la manière dont une personne va se comporter et percevoir le monde qui l'entoure. Par exemple, ce qui va caractériser Batman, c'est qu'il est totalement paranoïaque et obsédé par le fait de venger la mort de ses parents. Et ce qui va caractériser la personnalité du Joker, c'est qu'il est totalement fou. En fait, la personnalité, c'est un peu comme un jeu de cartes. En général, chaque jeu aura grosso modo le même nombre de cœurs, de piques, de carreaux et de trèfles. Bon, il y aura toujours une couleur ou deux qui seront dominantes par rapport aux autres, comme ici le trèfle et le cœur, mais sur une vue d'ensemble, il y aura un équilibre. Maintenant, imagine que chaque couleur représente un trait de personnalité. Par exemple, le cœur représenterait une personnalité angoissée, le pic plutôt une tendance à être colérique, le carreau quant à lui l'esprit de manipulation, et enfin le trèfle, une tendance à fuir les situations difficiles. Si on revient à notre jeu de cartes, on se rend compte que même si l'angoisse et la fuite sont un petit peu plus représentées que les autres, globalement, il existe un équilibre entre l'ensemble des traits de personnalité. Si on devait imaginer cette personne, ça serait quelqu'un de plutôt angoissé qui fuit les conflits, mais il lui arriverait parfois de se mettre en colère ou de faire preuve d'un peu de manipulation, comme n'importe qui d'autre. Bref, c'est une personne lambda comme il en existe des milliers sur Terre. Bon, est-ce que jusqu'ici j'ai été clair et est-ce que tu as tout compris? Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à revenir en arrière dans la vidéo pour t'assurer que tu as bien tout compris avant de poursuivre. Si c'est tout beau, on peut passer à la suite. Mais en fait, comment se forme la personnalité? Déjà, il faut bien comprendre que l'on est tous nés avec des traits de personnalité directement hérités de nos parents. C'est ce que l'on appelle le caractère inné. Ainsi, des caractéristiques vont pouvoir se retrouver de génération en génération, et ça indépendamment de tout notre environnement, ou bien même des différents événements de notre vie. On s'est tous entendu dire cette fameuse phrase « T'es bien le fils à ton père !» après une crise de colère qui aurait un certain air de famille. Mais bien évidemment, l'inné n'est pas la seule explication. Il y a bien sûr une grande part d'acquis, c'est-à-dire que l'ensemble des événements de notre vie va influencer les caractéristiques qui vont former notre personnalité. Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure sur Batman. C'est après avoir vu ses parents se faire tuer devant ses yeux qu'il est devenu ce super-héros aux tendances paranoïaques, avide de justice et de violence contre les criminels. Sans cet événement tragique, il serait resté Bruce Wayne, un simple playboy milliardaire de Gotham City. Bon, maintenant, on va voir les différents courants théoriques qui ont tenté d'expliquer cette partie acquise dans la formation de la personnalité. Je sais, ça ne veut pas être la partie la plus marrante, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va commencer par le mouvement comportementaliste. Selon lui, c'est l'environnement qui façonne l'individu. Pour t'expliquer ça, je vais te parler de l'expérience du chien de Pavlov. Ivan Pavlov était un médecin russe du 19e siècle qui avait un chien sur lequel il fit une expérience. Cette expérience reposait sur deux faits. Tout d'abord, il se rendit compte qu'à chaque fois qu'il donnait à manger à son chien, son chien se mettait à saliver. Ensuite, il fit sonner une petite clochette, ce qui ne provoqua aucune réaction de la part de son chien. Normal en même temps, hein. Une cloche c'est beaucoup moins appétissant que de la nourriture. Pendant plusieurs semaines, il a fait résonner la petite cloche en même temps qu'il lui donnait à manger. Et après plusieurs mois, le simple fait d'entendre le son de la cloche le faisait baver, même s'il n'était pas accompagné de nourriture. C'est ce que l'on appelle la théorie du conditionnement. Ici, la nourriture représente un stimulus inconditionné, c'est-à-dire qu'il provoque une salivation physiologique et donc naturelle chez le chien qui est affamé, cette salive ayant pour but de le préparer à la digestion. On appelle cela une réponse inconditionnée. Le son de la cloche, quant à lui, est un stimulus neutre pour le chien,
c'est-à-dire qu'il ne provoque aucune réaction naturelle. On dit que la réponse est neutre. En associant donc un stimulus neutre à un stimulus inconditionné, le chien va associer le fait de manger au son de la cloche. Et au bout d'une phase de conditionnement, le simple son de cette cloche suffira à le faire baver de faim. C'est ce que l'on appelle une réaction conditionnée. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir de cette expérience et du mouvement comportementaliste, c'est que l'apprentissage passe par la répétition, la punition, la récompense ou bien l'imitation. Maintenant, on va s'intéresser au mouvement cognitiviste. Selon lui, les expériences de la vie aboutissent à des schémas cognitifs qui déterminent la personnalité de l'individu. Bon, comme ça, je sais, c'est un petit peu du chinois. En fait, on vit tous des expériences à travers nos relations, que ce soit dans la famille, au travail, etc. Ces expériences vont avoir une influence sur nos pensées, nos comportements et nos émotions, qui eux-mêmes vont être reliés entre eux. On arrive donc à un schéma complexe dans lequel les relations, les pensées, les comportements et les émotions sont interconnectés et s'influencent mutuellement. Bon, revenons sur l'exemple de Batman. Le meurtre de ses parents a provoqué chez lui de fortes émotions, comme la peur et la colère. Cela lui provoque un fort désir de vengeance et de justice, ainsi que des comportements violents, comme tabasser le Joker à coups de baffe dans sa tête de clown. Troisième et dernier courant théorique, le mouvement psychanalyste. Tu as certainement déjà entendu parler de Freud, le Goethe de la psychanalyse. Eh bien lui, il représente la construction de la personnalité à travers un iceberg. Dans la partie immergée, donc celle que l'on ne voit pas, on retrouve le ça, c'est-à-dire les pulsions, ainsi que le surmoi, qui représente l'ensemble des règles et des interdits qui vont entrer en conflit avec les pulsions afin de pouvoir les cadrer. De ce conflit va résulter le moi, qui pour être schématique va symboliser la personnalité finale de l'individu. Si on prend cette image de l'iceberg avec Batman, oui encore lui. Le ça, c'est-à-dire ses pulsions, le pousse à vouloir tuer tous les criminels afin de venger la mort de ses parents. Mais ces pulsions de meurtre vont entrer en conflit avec son code moral, car s'il se met à tuer à son tour, il ne vaudra pas mieux que les criminels qu'il combat. Le commissaire Gordon est d'ailleurs toujours là pour le lui rappeler. Et au final, ce qui résultera de ce conflit interne, c'est Batman, un super-héros complexe et torturé, équilibré entre son désir de vengeance et son idéal de justice. Maintenant, je vais te parler des mécanismes de défense. Dis-toi que ton psychique est comme ton corps, il a un système immunitaire. Lorsque tu tombes malade après avoir attrapé un virus, ton corps envoie tout un tas de lymphocytes qui vont venir tuer ce méchant virus afin de ramener ton corps à un état d'équilibre que l'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie correspond à un état d'équilibre parfait des caractéristiques physiologiques de ton organisme afin qu'il puisse fonctionner de manière harmonieuse. Et bien pour ton psychique, c'est un petit peu la même chose. Lorsque tu es soumis à un stress, ton psychique va mettre en place un ensemble de stratégies qui auront pour but de gérer ce stress et de revenir à un état d'équilibre et de bien-être psychique. C'est ce que l'on appelle des mécanismes de défense. Parmi ces mécanismes de défense, tu peux retrouver par exemple le clivage, qui consiste à séparer les choses en bien et en mal, ou bien la fuite, qui consiste, comme son nom l'indique, à fuir les situations génératrices d'angoisse. Mais il en existe plein d'autres. Ces mécanismes de défense peuvent vraiment être vus comme le système immunitaire de ton psychique, qui lui permet de combattre tout le stress qui va venir perturber son équilibre. Mais malheureusement, il arrive que ces mécanismes de défense deviennent défaillants et entraînent des troubles. En règle générale, ces différents mécanismes vont permettre à une personne de maintenir un état d'équilibre psychique malgré les hauts et les bas de la vie, et ainsi pouvoir vivre de manière harmonieuse. Cependant, il arrive parfois que ce système devienne défaillant. Le mécanisme de défense va leur prendre trop de place et ne plus remplir son rôle protecteur. Au contraire, il va devenir une nouvelle source d'angoisse pour la personne qui n'arrivera plus à vivre en harmonie avec elle-même et son environnement. C'est donc à partir de ce moment-là que l'on parle de troubles de la personnalité. Prenons l'exemple de Matteo. C'est un petit garçon comme il en existe des milliers. Le seul truc, c'est qu'il était angoissé à l'idée de devoir parler aux personnes qu'il ne connaissait pas. Par exemple, il appréhendait de devoir dire bonjour à la boulangère pour acheter du pain. Mais à côté de ça, Matteo était un petit garçon sans histoire. Il avait des copains et tout se passait bien. Il était juste un petit peu timide, comme on dit. Un jour, sa maman lui demanda d'aller acheter du pain.
Sans trop savoir pourquoi, ce jour-là, il a inventé un mensonge pour éviter d'y aller. Et ça a marché. Sans s'en rendre compte, il a mis en place ce que l'on appelle une stratégie de fuite. Ce qui pourrait apparaître comme un simple petit mensonge va avoir des conséquences bien plus graves sur la vie et la santé mentale de Matteo. Ce jour-là, son psychique a enregistré la stratégie de fuite comme un moyen d'échapper à une situation génératrice d'angoisse. Et vu que ça lui a procuré un apaisement, il recommençait à chaque fois que sa maman lui demanda d'aller acheter du pain. Encore et encore. Progressivement, Matteo est entré dans un cercle vicieux dans lequel il se mit à fuir toutes les situations qui l'angoissaient. Il a même commencé à appréhender des situations qui ne lui faisaient pas peur dans le passé. Au fur et à mesure, il commença à moins sortir de chez lui, à ne plus fréquenter ses amis, même aller à l'école et plus tard au travail lui provoquait une angoisse extrême. Si bien qu'un jour, il se retrouva dans une situation où il n'arrivait plus à sortir de chez lui. Il n'avait ni vie sociale, ni travail, plus d'amis et pas de petite copine. Ce qui était au début juste une petite stratégie pour éviter d'aller acheter le pain, s'est transformé en un véritable handicap social. Son petit côté timide, ayant tendance à fuir l'angoisse, est devenu un trouble de la personnalité. Dans le cas présent, on parlera d'un trouble de la personnalité de type évitante. Je vais t'expliquer ça autrement, à travers l'exemple du jeu de cartes que je t'avais donné en début de vidéo. Je te rappelle qu'on part du principe que le trèfle représente la fuite, le cœur l'angoisse, le carreau la manipulation et le pic la colère. Une personnalité plutôt équilibrée ressemblerait à ça. Sur 10 cartes, 2 carreaux, 3 trèfles, 3 cœurs, 2 piques. C'est plutôt équilibré, même si l'angoisse et la fuite sont un petit peu plus représentées que les autres. Dans les faits, ça donnerait une personne avec une tendance à angoisser et à fuir, mais qui arriverait à se contenir malgré tout. Un trouble de la personnalité ressemblerait plutôt à ça. Sur 10 cartes, 8 trèfles. Ici, la fuite a pris toute la place et l'individu n'arrive plus à la gérer car il n'existe plus d'autres traits de caractère qui permettent d'équilibrer la balance. C'est donc ça un trouble de la personnalité. Lorsqu'une stratégie défensive entraîne des modes de comportement inadaptés aux normes et aux attentes sociales. On répertorie les troubles de la personnalité en 3 grands groupes que l'on appelle des clusters. D'abord, le cluster A. Il correspond aux personnalités que l'on appelle bizarres ou excentriques, qui sont les personnalités paranoïaques, schizoïdes ou schizotypiques. Ensuite, le cluster B, dans lequel on retrouve les personnalités que l'on appelle théâtrales ou émotives, comme les personnalités antisociales, borderline, histrioniques ou bien narcissiques. Et enfin, le cluster C, celui des personnalités anxieuses ou craintives, avec comme Matteo les personnalités évitantes, mais également les personnalités dépendantes et obsessionnelles compulsives. Ici, je ne te détaillerai pas chacun de ces troubles, ça serait bien trop long. Ça fera l'objet de futures vidéos. D'ailleurs, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire quel trouble de la personnalité tu voudrais que je t'explique en premier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était une première pour moi et je t'avoue que j'étais très stressé. Alors j'espère avoir été assez clair et que cette petite introduction au trouble de la personnalité t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et à liker la vidéo. Et si tu souhaites voir d'autres vidéos de ce genre, abonne-toi en activant la petite cloche. Prends soin de toi et à très vite.